Sabine a toujours su qu'elle voulait chanter. Pourtant, ce n'est qu'à 34 ans qu'elle ose enfin franchir le pas en prenant ses premiers cours de chant lyrique. 10 années de pratique plus tard, elle transforme sa passion en métier et devient intermittente du spectacle. Dans cet épisode, Sabine nous raconte son parcours atypique, ses défis et comment le chant est devenu son moyen d'expression et de réalisation personnelle. Une histoire inspirante sur le courage de suivre ses rêves, quel que soit son âge. Décalé. Bienvenue sur Décalé, où on recueille les témoignages de personnes inspirantes, dont les vies peu ordinaires les font vivre hors du cadre, légèrement décalées. Bonjour Sabine, Bonjour Élodie. je suis très contente de te recevoir pour cette 3e épisode du podcast. Est-ce que tu pourrais te présenter ? Oui, je peux me présenter, Élodie. Sabine Deglise. Quoi dire de plus? Ce que tu fais dans la vie ? Ah, ce que je fais dans la vie. Eh bien, je suis chanteuse. Et j'ai choisi la discipline, plutôt la catégorie chant lyrique. D'accord. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne peux pas te dire, mais c'est une envie que j'ai depuis toute petite, depuis l'âge de 4 ans. C'est comme une certitude, je dois chanter du lyrique. Mhm. Je chante bien de la variété, j'ai une voix de jazz, j'ai une voix de blues, j'ai une voix de gospel, mais c'est le lyrique que je dois chanter. Et je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai cessé de chercher pourquoi, je chante. Et c'est un bonheur. Je peux expliquer par contre ce que j'aime dans le lyrique. Ce que j'aime dans le lyrique, c'est le dépassement. Parce qu'une voix lyrique, c'est une voix qui est capable de remplir une salle euh, de concert de 1000 personnes sans micro. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est un travail du corps, de la respiration, du souffle, des résonateurs qui permet cette émission quasi surnaturelle et dans une salle et qui donne des, une impression de stratosphérique. C'est ça que j'aime dans le lyrique. C'est le dépassement en fait. Je pense que c'est ça, c'est le dépassement de soi, qui à mon avis est bien illustré dans le lyrique et qu'on entend. Mhm. Mais en général, j'aime assez ce mot-là de dépassement de soi. Oh. Et tu as commencé à prendre des cours à quel moment ? Assez tard finalement, vers l'âge de 34 ans, et j'ai appris ici à La Réunion avec une dame qui s'appelle Françoise Lallemand, qui est décédée. Et on a très vite sympathisé, elle est devenue mon amie. C'était vraiment, enfin pour moi, je veux dire, c'était quelqu'un qui, comme je le disais à l'époque, qui a accouché de ma voix. Ma mère a accouché de moi et elle a accouché de ma voix. Et j'ai commencé tard parce qu'en fait, je me suis toujours dit, je prendrai des cours avec un professeur si je m'entends avec ce professeur. Si je ne m'entends pas, je n'y vais pas. Non pas que j'ai une haute idée de moi, c'est pas ça, mais j'avais une idée intime de cette relation entre prof et élève dans le chant. Je me suis dit, mais ce sont des expressions tellement personnelles que forcément il faut qu'on s'entende avec son professeur. Parce que quand on chante, on se met à nu. Je peux parler du chant. Je ne peux pas parler des autres disciplines qui utilisent l'oralité. Je ne suis pas comédienne, j'en ai fait un petit peu,
et je n'ai pas de formation à la comédie, donc je pourrais pas parler de ce que ressent un comédien ou une comédienne ou de la façon dont il peut exprimer son médium, la voix. Mais, au niveau du chant, ce que je peux dire, oui, c'est qu'on se met à nu. Donc forcément, si on se met à nu, il faut qu'en face de soi, on ait vraiment confiance. Alors ça a pris du temps, effectivement, mais chacun voit midi à sa porte et ça a commencé à 37 ans avec Françoise Lallemand qui m'a donné des cours de chant, de technique vocale, qui m'a aussi, heu, éduquée éduquée en termes de musique. J'avais déjà une sensibilité bien sûr, mais une curiosité pour toutes les musiques et les musiques classiques m'ont toujours attirée, que ce soit des musiques qui passent à la télé ou à la radio. J'ai toujours été intriguée par ces musiques classiques, par ces chanteurs lyriques. Donc je suis arrivée assez naturellement à cet apprentissage-là. Donc Françoise m'a éduquée à ce chant-là et puis après, elle a créé une association, qui s'appelait, qui n'existe plus, Solandra, et c'était un chœur de femmes pour voix lyrique a cappella. On était, 10 et c'était formidable parce qu'elle nous a appris à chanter l'a cappella avec sur des registres anciens, c'est-à-dire quand je dis anciens, c'est la période de Bach et puis sur des répertoires modernes Mmh. du XXe siècle. Avec notamment des compositeurs comme, Francis Poulenc, Maurice Duruflé-Chevalier, enfin, et j'ai adoré cette période-là. J'ai adoré parce que j'ai beaucoup, beaucoup appris. Mon oreille s'est affinée et je suis restée, je suis toujours j'étais déjà curieuse et je le suis devenue encore plus. Et est-ce qu'il y a un morceau que tu voudrais qu'on écoute? Oui, alors un morceau que j'aimerais qu'on écoute puisqu'on parle de chant lyrique, c'est un morceau avec Maddy Mesplé. Pourquoi Maddy Mesplé? C'est une chanteuse qui est décédée, c'est une chanteuse française qui a une voix de soprano coloratura et qui m'a littéralement émerveillée quand je l'ai vue la première fois. C'était à la télé, dans une émission de Daniel Gilbert, midi quelque chose, et j'ai vu cette dame qui qui est arrivée sur le plateau de Daniel Gilbert, cette présentatrice, et qui a commencé à chanter en lyrique, au milieu des autres chanteurs qui chantaient en variété. Et je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Elle n'est pas dans son monde normal de chant d'opéra et de chanteurs lyriques, elle n'est pas entourée de toute cette population lyrique. Elle est au milieu de chanteurs de variété, donc elle est elle est ailleurs, mais elle était tellement souriante, elle était heureuse d'être là et ça, pour moi, c'était extraordinaire. Elle n'était pas dans son monde, elle était dans un autre monde, mais elle était mais heureuse et ça m'a marquée. Donc Maddy Mesplé, que j'adore. OK, c'est parti. Donc les chants de l'amour. Oui.
Alors qu'est-ce que ça te procure quand tu écoutes, cette musique? Ce que ça me procure, c'est une très bonne question, je m'étais jamais posée, dans ce sens. Peut-être une forme de pureté. D'accord. Ouais, il y a une forme de pureté, mais je pense que c'est le son lui-même qui procure, ça, parce que le répertoire de chants lyriques et d'opéra véhicule aussi des textes très durs, de héros ou de héroïnes qui se suicident ou qui veut tuer l'autre, donc c'est pas tant, je veux dire, au niveau du texte, c'est vraiment au niveau du son. Oui, oui, une certaine pureté, oui. Et qu'est-ce qui déclenche le fait que tu commences à prendre des cours? Donc c'est cette rencontre avec, la professeure, tu disais? Oui. Et elle se fait, de quelle manière cette rencontre? Alors c'est un ami qui s'appelle Renan, qui prenait déjà des cours avec, Françoise Lallemand et qui me dit, qui m'avait déjà entendu un petit peu chanter comme ça, dans les dîners entre amis, à l'apéro, qui avait remarqué que j'avais un petit brin de voix comme des créoles et qui me dit: «Mais tu devrais prendre des cours, moi je connais une dame qui s'appelle Françoise Lallemand, tiens voilà son numéro, appelle-la». Donc je l'ai appelée, je suis allée donc, chez elle prendre un cours et le premier cours était bon. Tout de suite la relation a bien marché, a bien pris Mmh. et voilà quoi. Ça s'est arrêté quand elle est décédée. Mmh. Et quand tu commences, les cours de chant, tu faisais quoi comme travail à ce moment-là? Alors je travaillais au Conservatoire botanique, national de Mascarin et je travaillais, au service, tourisme, donc j'avais une semaine bien remplie, mais je pouvais m'accorder, enfin arranger donc mon emploi du temps pour me permettre d'aller prendre des cours, donc ça c'était bien. Et qu'est-ce qui fait que, tu passes de ce métier au conservatoire à, faire de ta passion ton métier? Parce que je me suis dit, à un moment de ma vie, je me suis dit: «Mais Sabine, vas-y, va jusqu'au bout, je veux dire, de cette passion, exprime-la. N'attends pas d'avoir 70 ans ou 80 ans et d'exprimer des regrets et de te dire ou de dire aux autres: "Ah ben si j'avais pu, je l'aurais fait chanter, j'étais capable, j'ai" non, il faut arrêter de d'avoir peur déjà, d'avoir peur de l'inconnu et surtout pas vivre sur des regrets. Donc du coup, j'y suis allée un petit peu tête baissée, oui, Mmh. et je regrette pas du tout. Est-ce que tu te souviens d'un déclic qui t'aurait fait parce que 34 ans, c'est déjà assez tard, en fait, pour se dire, «Je me lance», Franchement, je me rappelle pas de ce déclic, c'est juste un ami qui m'a dit: «Sabine, vas-y, prends des mmh, cours. Je connais cette dame, elle est bien, vas-y». Bon, je lui ai fait confiance et bien m'en a pris. mmh. Et comment ça se passe le passage de ton métier, ton premier métier à au chant lyrique comme métier? Le passage, c'est-à-dire? Donc tu quittes le conservatoire Oui. et qu'est-ce que tu fais après? Ah, je quitte le conservatoire botanique, après j'ai une petite période de chômage. Je reprends une activité au Théâtre sous les arbres, en tant que chargée de production. Après, je reprends une autre activité, je change de compagnie de théâtre et je reprends une activité de chargée de production et d'administratrice au Théâtre des Albers et au Théâtre des Albers dont le directeur, c'est Vincent Legrand. Et je dis à Vincent Legrand, je lui dis: «Tu sais, je suis chanteuse, donc quand, j'ai un concert programmé le soir, bah, j'aimerais sortir un petit peu plus tôt, mais j'aménagerai donc mon temps de travail de la semaine, pour ne pas que, voilà, les dossiers et le travail en pâtient». Il m'a dit: «Il y a pas de souci», donc ça a commencé comme ça. Donc j'ai été administratrice, au Théâtre des Albers et et à un moment donné, pareil, j'ai senti qu'il fallait que je
que je mette la priorité sur l'artistique et que je mette l'administratif, au second plan. OK. Mmh. Et là, j'ai décidé de me consacrer entièrement donc au chant. Et qu'est-ce que tu ressens, à ce moment-là? Ben, je ressens une fidélité à moi. Voilà, une fidélité à moi. Mmh. Je fais ce que je dois faire, je fais ce que je ressens et j'y vais. Parce que sinon, si je n'obéis pas à ce qui me travaille, profondément, bah, je suis pas bien et je peux tomber malade, enfin comme tout le monde, quoi. Mmh. Mais c'est surtout oui, c'est pas il y a pas du courage, il y a pas de grands, sentiments, c'est une fidélité à moi. Tu dois le faire, fais-le. Mmh. Prends tes décisions, vas-y, hop. Assume, quoi. C'est pas assumer, assumer ça veut dire que tu es conscient de quelque chose, Mmh. je pense. Et là, c'est juste dire, beh, heu, réponds à ton réponds à ton besoin. Mmh. Un besoin que je ne n'identifie pas, un besoin, que je n'analyse pas, mais c'est un besoin quasi organique qui me dit: «Tu dois chanter, chante. Mmh. Donne-toi les moyens». Ah bon d'accord, OK. Ah oui, c'est vrai. Bon ben, je choisis cette voie-là et puis je laisse de côté toutes les tâches, les emplois administratifs. Mmh. Et c'est là que tu commences à, chanter en tant que soliste? Oui, c'est là que je commence à chanter en tant que soliste. Et tu commences par, quel projet? Alors déjà, le Théâtre des Albers m'avait offert un petit rôle, de chant dans La Marchande d'ombre, grâce à Isabelle Martinez qui qui est marionnettiste et qui aimait beaucoup ma voix, qui me disait: «Oui, je voudrais vraiment, que Sabine chante sur ce spectacle». Et et puis après donc, avec d'autres artistes, Sylvie Espérance, Mélanie Pauchasson, Alexis Palazzotto, Isabelle Martinez, d'autres encore que j'oublie, mais je suis désolée si je les oublie. On a fondé une association, pas une compagnie, une association qui s'appelle le collectif Alpaca Rose et qui a pour but, qui existe toujours, qui a pour but de s'entraider en fait. Parce que souvent quand, on est artiste et qu'on n'a pas de compagnie ou qu'on n'est pas soutenu au départ par, soit des subventions ou des mécènes ou autres, je ne sais pas, heu, on est quand même tenaillé par une idée de réaliser, une pièce de théâtre pour l'une, un concert pour l'autre et on se disait: «Mais, en fait, on a chacun, chacune des compétences et si on s'entraidait?» On s'entraide pour les réaliser. Si on a des sous, tant mieux, si on n'a pas de sous, je veux dire, on s'engage quand même à s'entraider. Mmh. Et moi j'ai proposé mon aide en tant qu'administratrice, Mmh puisque mh. j'avais déjà une expérience en la matière Mmh. et puis mon aide, en tant que chanteuse Mmh. et ça a commencé comme ça. Et qu'est-ce qui t'inspire à ce moment-là? Ce qui m'inspire, c'est le besoin de chanter en soliste. Mmh mh. Parce qu'avant, je chantais dans l'association de Françoise Lallemand, donc Solandra et je chantais donc, en chœur Mmh. et en chœur, c'est facile aussi parfois parce qu'on s'appuie sur la Mmh. copine d'à côté qui connaît mieux sa phrase que soi. Donc on se dit: «Bon, si je connais pas trop ma phrase, ma ligne, c'est pas grave, elle sera toujours là» et puis un jour, fait que cette copine n'est pas là et qu'elle est absente pour diverses raisons et puis on se retrouve, je me retrouve toute seule devant le prof qui me dit: «Ah, maintenant, hein, ta copine elle est pas là Mmh. donc tu vas la faire ta ligne, hein, tu Mmh. vas la faire ta phrase musicale» et je me suis aperçue que ça me motivait, que ça me mettait, heu, dans une peur saine, Mmh. dans un danger qui était stimulant, Mmh. voilà. C'est-à-dire que je me fais peur et je me fais peur pour progresser Mmh. et c'est ça que je retrouve dans le fait de chanter en solo. Mmh. C'est-à-dire de me mettre à nu, d'être vraiment, devant le public et puis d'y aller quoi, de plus trouver des petites excuses en se disant: «Oh bah, la copine, choriste, elle va bien m'aider». Non, 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 on y va, on Mmh. chante. Et c'est quel répertoire que tu aimes chanter? Moi, j'aime beaucoup chanter le répertoire, baroque, le répertoire médiéval, le répertoire, moderne, contemporain.
Et tu t'inspires aussi des musiques traditionnelles, de la Réunion et de l'océan Indien? Alors forcément, elles me traversent, elles me touchent. Je m'en inspire en sachant que ce qui me je cherche pas à faire du copier-coller, je cherche pas à faire de la récupération, je cherche pas à faire l'adaptation parce que c'est très ambitieux, c'est très prétentieux. Non, je cherche à garder en mémoire ce qui me plaît dans la musique traditionnelle, ce sont les couleurs des instruments, les couleurs des voix et le fait que ça swing. Quand une musique swing, c'est qu'elle est organique, c'est qu'elle rentre dans le corps de l'auditeur. Et en chant lyrique aussi, en opéra, parfois ça swing pas, mais quand une musique est bien écrite, elle rentre dans le corps de l'auditeur. Et là, c'est bon. Mmh. C'est ça que j'aime, c'est la, c'est la sensualité du chant, son côté sensoriel. Je te propose d'écouter un morceau, Oui, justement créole. Parmi ceux que tu as choisis, moi je me disais peut-être celui de Benoît de Boulard, Madina. oui, que Allez. j'adore, qui a une voix solaire, j'adore cette femme. Voici à moi ton gré que la loupe, le monde l'a fait couler le café. Car soit par la Micheline, la détente qui tous les invités. Et ta vie dans le temps de couvert, l'amène à la race qui peut avaler. Madina Gouy, ton calvache, tous les convives vont sommeiller. Des matinas, mais des verges un peu, un grain chic, la vraie Paris. Aller à la boutique, va fermer, toute la papille dossier. Des matinas, mais des verges un peu, un grain chic, la vraie Paris. Aller à la boutique, va fermer, toute la papille dossier. Ce sont des chansons qui ont bercé ton enfance ou que tu as découvert plus tard? Benoît de Boulard, je l'ai découverte plus tard. Les chansons qui ont bercé mon enfance, c'est les Jocaris, Mmh. c'est Michel Admet. Parce qu'on était en métropole et maman avait ramené donc des disques des Jocaris de Michel Admet et ça faisait notre bonheur quand elle les mettait, c'était les 45 tours et ça, ce sont les chansons de mon enfance. Et Benoît de Boulard, je l'ai découverte bien plus tard, mais quel bonheur! C'est une voix solaire, c'est oui, c'est une voix solaire, c'est une voix festive, il y a beaucoup de plaisir à l'écouter, à l'entendre. Elle a une diction extraordinaire, on comprend toutes les paroles qu'elle chante. C'est une de mes idoles, hein, Benoît de Boulard, vraiment. Mmh. Et dans les instruments de l'océan Indien, quels sont ceux avec lesquels tu as déjà joué? Alors je m'essaye au bobre, Mmh. parce que je trouve que c'est un instrument, intéressant dans le sens où il est constitué, de façon très singulière. Il a une corde, il a une calebasse, Mmh. il a une hache et un arc, pardon. Et ça, c'est déjà, singulier de faire la musique avec un instrument qui est, aussi simple que ça. Mmh. Donc je m'essaye au bobre et je suis très contente parce que, quand bien même, pour moi, c'est aussi un petit peu un instrument de qui ressemble à la percussion. Il a une sonorité, il a une couleur et dès que je commence à chanter, je suis très, très vite inspirée Mmh. et très vite, je pars en improvisation et donc ça veut dire que c'est un instrument qui me convient. Mmh. Voilà, c'est le seul qui m'inspire pour le moment. Peut-être que plus tard, la Valli aussi m'inspire, mais ça, c'est déjà plus difficile à Mmh. apprendre. Mmh. Donc la valise, l'instrument de Madagascar? Voilà, c'est ça la voilà, l'instrument de Madagascar, la guitare de Madagascar
Et ça, c'est déjà plus compliqué à apprendre, donc ça demande beaucoup plus de temps. Mais la oui, le bobre, enfin pour moi, il il m'inspire vraiment beaucoup. Mmh. Je pense qu'il peut vraiment m'accompagner dans mes prochaines créations. Mmh. Et tu t'es fait accompagner, au Bali? À la Bali, À la Bali? oui, ben j'ai rencontré, en 2022, 2 musiciens que je ne connaissais pas. Il y en a un qui s'appelle, Pierre Lorenzi. Non, Lorenzi Pierre, Pierre c'est son nom de famille, qui qui lui est musicien de percus, traditionnels, rouleur, kayambe, bob et la cruche et tabla. Voilà, moi j'ai découvert la cruche. C'est un son très doux, très très confidentiel, très chaud et il était accompagné d'un dallon à lui qui s'appelle Ziz. Ziz, c'est son petit nom, ou sinon c'est Georges Razafin Socha et qui lui est joueur de vali et qui est aussi joueur d'accordéon et qui est aussi joueur de piano. Mais ce jour-là, il s'est présenté, on s'est rencontrés lors d'un casting. Il s'est présenté avec ses valises et là, ça a été le coup de foudre total avec l'instrument. Je me suis dit: «Mais quelle beauté!» C'est un son très délicat, quasi cristallin, aquatique. C'est Et en plus, c'est l'instrument de la réconciliation à Madagascar. Donc non, c'est très, très beau Ziz m'accompagne depuis 3 ans, bah, sur mes spectacles. Parce que j'ai Mmh. vraiment envie de faire un travail autour de la Vali, voix lyrique et Vali et de croiser comme ça ces 2 instruments, ma voix, ma tessiture de voix et heu et la Vali. Mmh. Et tu fais aussi d'autres mélanges, de genres comme ça? Comme ton spectacle, actuel? Alors je fais des mélanges de genres, oui. En ce moment, je chante avec un orgue de Barbarie. C'est un camarade qui s'appelle Pierre Cassé, qui est un orgue de Barbarie et il m'a dit: «Allez, viens Sabine, allons chanter». J'ai trouvé ça très très généreux, très sympathique de sa part et on a fait 3 on a donné 3 spectacles, 3 représentations en le 17 novembre au festival La Belle Parole, le 14 décembre à la Yourte en Seine et le 20 décembre au restaurant L'Usine à l'éperon et de chanter avec l'orgue de Barbarie, c'est un vrai plaisir parce que c'est un instrument qui est quand même très sonore, Mmh. dont la musique prend beaucoup de place, mais finalement elle porte. Moi elle me porte. Donc je croise avec ces instruments-là parce qu'ils m'inspirent, Mmh. parce qu'ils me portent. Pas par volonté d'aller vers un instrument précis, c'est la rencontre en fait qui me porte et qui me fait dire: «Ah bah, allons-y». La curiosité, l'envie, l'émerveillement devant les sons, et puis la relation humaine aussi avec ces musiciens, avec Ziz, avec Lolo, avec Pierre, c'est ça qui me porte. Il y a pas non plus de complicité ensemble, il faut pas continuer. Là, Mmh. il y en a et c'est chouette. Mmh. Et tu te produis souvent en extérieur, dans les jardins ou autres? Oui, souvent, souvent et je pense que c'est ce que j'aime aussi et je pense que ce que j'aime dans le fait de jouer en extérieur, bah, c'est la proximité avec le public et puis aussi, c'est le côté un petit peu aléatoire. Il y a rien de plus inconfortable que de chanter en extérieur. Parce qu'on n'a pas l'acoustique d'une salle qui nous renvoie notre son, on n'a pas en face de soi un public qui est là, captif et qui vient, voir le spectacle et qui est, voilà, dans une salle. En extérieur, bah, le public peut bouger, aller, venir et il peut se passer une mobylette qui passe, il peut se passer autre chose donc et je pense que, ce qui me fait plaisir dans le fait de faire des représentations en extérieur, c'est de rester vivant, en fait. Rester, non pas à l'affût, mais d'être, à l'écoute d'un bruit que je n'aurais pas prévu,
mais qui vient quand même et qui peut, apporter quelque chose de drôle ou d'inattendu dans la représentation que je serai en train de dérouler. Pas forcément pour moi, c'est pas forcément, mmh, des bruits parasites. D'accord. Ce sont des bruits de la vie. Tu les intègres, Je les prends, d'accord. je les prends, je m'en sers. S'il y a un monsieur qui passe qui dit: «Autel, comment il est?» alors que je suis en train de chanter un air lyrique, bah, je vais l'accueillir, Mmh. je vais le saluer. Je vais pas lui dire: «Non, non, mais tais-toi, je suis en train de chanter». Non, Mmh. jamais, jamais. Mmh. Et avant de te connaître, moi, j'imaginais le chant lyrique uniquement en intérieur, en salle, soit en opéra, soit Mmh. dans les églises. Et est-ce que c'est, courant de le faire en extérieur, le chant lyrique ou Alors c'est pas ça se fait de plus en plus et quand on le fait, on choisit l'endroit, c'est-à-dire on choisit le site qui évitera ce que la voix ne se perde pas trop dans l'environnement, Mmh. mais ça se fait de plus en plus, oui, Mmh. ouais. C'est assez courant en métropole, ailleurs. Je pense que ça part d'une envie de rencontrer d'autres publics que celui qui a l'habitude d'aller dans les salles et tant mieux Mmh. qu'il y ait du public qui va dans les salles, mais de oui, d'aller vers d'autres publics que celui, auquel on est habitué Mmh. et de provoquer la rencontre, en fait, c'est ça. Mmh. Pas forcément, heu, mmh, moi, ma posture, ce n'est pas dire aux gens et de leur dire que le chant lyrique est plus beau que tous les autres. C'est juste de leur dire: «Écoutez autre chose peut-être que ce que vous avez l'habitude d'entendre». C'est plus titiller la curiosité. Mmh. Voilà. Pour moi, le chant lyrique, quand je m'exprime, c'est une envie de titiller la curiosité de l'autre. Je te propose d'écouter un autre morceau lyrique que Oui, tu as choisi, oui. celui d'Éric Satie, Gymnopédie. Alors c'est pas du chant lyrique, l'hymnopédie. Ah! Mais oui, Non, c'est c'est de la pas du musique. c'est de la musique, effectivement, de la période, moderne et c'est très beau Éric Satie, qui a fait aussi des pièces lyriques. D'accord. Donc on va écouter Gymnopédie numéro 1. Voilà. Qu'est-ce qui, te plaît dans ce morceau? Ce qui me plaît, c'est que c'est un morceau qui est apparemment simple, mais dont les accords sont très forts, parce qu'en quelques notes, Éric Satie a su poser tout de suite un univers. Bon ça, c'est pour la partie technique. Mais pour la partie vraiment musicale, c'est que c pour moi, c'est une musique qui est très ouverte et qui est quasi intemporelle et qui invite à la contemplation. Alors c'est vrai que quand Éric Satie a composé
cette gymnopédie, il y en a plusieurs, il y en a 6. Il a inscrit en didascalie, heu, lent et douloureux. Moi, je l'entends pas comme ça, en fait. Mmh. Même si là, c'est assez, moi, je trouve que cette interprétation, elle est magnifique, mais moi, ça m'inspire pas, de la douleur, ça m'inspire de la contemplation. Mmh. Ça m'inspire la lenteur et donc la lenteur amène chez moi la contemplation. Ouais, c'est ce que ça m'inspire. Ouais, moi, c'est ce que j'ai ressenti Mmh aussi là mh. en Mmh. en l'écoutant. Oui, Cette lenteur et cette contemplation, voilà. L'apologie de la lenteur, l'apologie de la contemplation. Pas sur un sujet bien défini, mais sur, quelques paysages ou que ce soit, ça c'est pas tant, je veux dire, le paysage qu'on voit dans cette, musique, mais c'est plutôt l'état de contemplation mmh, qui est extrêmement beau. mmh. Et toi, qu'est-ce que tu aimes contempler? Ma fille toute le ciel, les étoiles, la lune, la mer, les paysages, très ouverts, des lignes de fuite. Oui, je j'aime contempler, l'horizon, quand il est ouvert. Mmh, Après quand il est bouché, oui, bon, sans plus. Mais par exemple, heu, je ne suis pas je ne contemple pas, l'infiniment petit, si je puis dire. À savoir, il m'arrive de m'amuser, de voir un défilé de fourmis, mmh. mais sans plus. Je pense que ce que j'aime dans la contemplation des paysages, c'est qu'il y a quelque chose qui m'échappe. Dans la beauté, dans l'agencement, dans l'ordonnancement, dans l'ordre qu'il y a dans un paysage, heu, c'est ça qui me plaît. Que ça m'échappe, en fait. J'aime que ça m'échappe, que ça échappe à la raison, Mmh. à une explication rationnelle. À partir de ce moment de l'interview, on a eu des petits soucis techniques, donc le son sera de moins bonne qualité. Je m'en excuse par avance. Tu as aussi fait, des spectacles dans des jardins ou Oui, des balades, dans les jardins? oui. Tu peux nous en parler? Le dernier spectacle que j'ai réalisé pour un jardin, c'était à la demande du FRAC, le Fonds régional d'art contemporain, Chapiteau Saint-Leu, et Béatrice Binoche, la directrice, m'avait demandé de réaliser une forme artistique pour le jardin, parce que le jardin était en rénovation. Et donc, c'était convenu de programmer ma représentation pour l'ouverture du jardin. Et j'ai adoré ce travail parce que ce jardin, c'est du vivant, calme, minéral, de la faune. Et il ne se donne pas, ce jardin. Et j'ai dû passer du temps, beaucoup de temps, c'est relatif. J'ai dû passer, je me suis accordé une semaine à m'asseoir dans le jardin et à l'écouter, donc à être en contemplation et à essayer d'installer je dirais pas un dialogue, hein, je laisse pas, mais que je le comprenne mieux, ce jardin, que je le sente mieux. Et bien m'en a pris parce que, en fait, il faut de la patience pour tout, pour rencontrer les gens, les humains, et puis pour sentir aussi, ce qui est non humain, c'est-à-dire le végétal et le minéral. Et j'ai pu, réaliser une forme artistique qui parlait de ce jardin et de l'histoire de ce jardin, puisqu'il est indissociable de l'histoire du quartier. Le quartier, c'est Stella, des cousines. Et dans la seconde partie de cette visite guidée, beh, j'ai beaucoup plus orienté mon discours vers les végétaux, c'est-à-dire que j'ai installé un dialogue comme ça avec les végétaux, avec le manguier, avec le cocotier. Et donc je me suis laissée aller
à une orientation plus onirique Mmh. et là, ça me plaît. Voilà, ça c'était la dernière ou sinon, moi j'ai beaucoup travaillé, en extérieur avec, les balades créatives, du chant lyrique au Maïdo, à Bracabo. Mais là, c'est pas moi qui les ai créés, donc là je voilà, je réalise une interprétation à chaque fois. Mais c'est vrai que de réaliser des formes artistiques dans un jardin et là je le fais non seulement dans un jardin, mais j'essaie de le faire pour lui, pas seulement pour, le public. J'ai essayé de le faire pour le jardin et ma foi, ça a été très positif pour moi, mais je pourrais pas parler des plantes. Il y a d'autres choses de l'invisible comme ça qui t'inspirent? Tout l'invisible m'inspire. C'est difficile à dire, à répondre, mais tout l'invisible m'inspire. Ouais. Après, qu'est-ce que l'invisible? Ce serait prétentieux de le définir et de donner une définition déterminée. Mais je pense que sur cette terre, hein, il n'y a pas que le visible qui a une valeur. Je pense que l'invisible aussi a une valeur. Mmh. Et pour ça, il faut s'accorder du temps, de la lenteur et puis de la contemplation pour essayer d'être à l'écoute des signes qui n'obéissent pas à un fonctionnement quotidien d'une société, d'un rythme trépidant. Mmh. Je te propose qu'on écoute, un morceau que tu as composé Oui, et que tu viens de sortir, oui, Timise. oui. Alors moi je savais pas ce que c'était Timise en fait avant d'écouter ton morceau. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer? Timmy, c'est le petit nom que l'on donne aux pétrels noirs de Bourbon, Pseudobulgaria aterrima. C'est un petit oiseau, un, un oiseau migrateur, et c'est un oiseau endémique de la Réunion. Il y a, il reste plus beaucoup d'oiseaux de pétrels noirs de Bourbon à la Réunion, mais en fait, il est associé à la légende de Grand Mercal à Grand-Bassin. Mmh. On dit qu'avant, vers 6 heures, vers 18 heures, à peu près comme ça, les habitants de Grand Bassin, je ne sais plus à quelle période de l'année, entendaient un cri qui était terrifiant, Mmh. un cri qui ressemblait à un enfant qu'on égorge ou un cheval qui hennit. Mmh. Et vers 18 heures, à la tombée du jour, comme ça, et au lever de la nuit, si je puis dire, ben, les habitants de Grand Bassin associaient forcément à, à une mauvaise âme. Mmh. Et cette mauvaise âme était très vite appelée Madame Grand-Mercal. Mmh. Et puis, au fur et à mesure on va dire, des traversées de Grand Bassin, des traversées par des touristes, aussi par des scientifiques, par des ornithologues, par des botanistes, ils se sont dit que ce cri était celui produit par un oiseau. L'oiseau, c'est le Tinis, le Pseudobulgaria aterrima. Donc c'est cet oiseau-là qui pousse un cri terrifiant et on l'appelle Timise, je ne sais pas encore pourquoi, mais Timise voudrait dire il n'y a rien. Mmh. Je trouve ça drôle, mais il n'empêche que cet oiseau existe et qui pousse effectivement dans ce cri terrifiant qui a été enregistré par les ornithologues de la Réunion. Alors je te propose d'écouter, ton morceau, ton Timise à toi. Ok. Ton cri fait peur, on le dit du malheur. Et tu oiseau tempête, ou l'écho de la défaite.
Donc ce titre fait partie d'un EP que tu viens de sortir? Oui, un EP qui a été, enregistré au studio, Sac Marron de Serge Pharmacia et avec Serge Pharmacia et on a enregistré 4 titres, il a tatoué la forêt, Soucoupe, Qualité mondiale et Timise. 4 titres que j'ai écrits, et composés en 2022 dans le cadre d'un spectacle que j'ai réalisé, à la demande du théâtre Luc Donat et donc dans ce spectacle-là, il y avait 8 titres à peu près et Mmh. donc là, j'ai choisi de me Mmh. Donc on peut actuellement écouter sur SoundCloud voilà! et bientôt sur YouTube. Oui, Moi, c'est celui qui m'a le plus touchée des 4 en fait oui, et je trouve ta voix envoûtante là quand tu le dis là, le Timise là au début mmh. de la chanson. Ça me prend au cœur en fait, ouais, ça me touche, ouais. C'est triste ou c'est, Non, c'est pas triste, c'est c'est plein. C'est bizarre comme réponse, mais c'est ce que je ressens en fait, une sorte de plénitude. d'accord. Ouais. Ouais, comme quoi on ne sait pas ce qu'on produit comme effet. Mmh. C'est ça qui est mystérieux dans le chant. On produit un son, on ne sait pas, c'est jamais l'effet que ça va faire sur le Hem et les autres morceaux, il y a Sa qualité mondiale. oui. Celui-là, il parle de quoi? Il parle d'une dame qui s'appelle madame Barré, que j'ai rencontrée au MAC, qui avait 92 ans. Je suis allée la voir parce que j'étais en train de créer, de monter ce spectacle pour le théâtre Luc Donat en 2022 et j'avais besoin de matière parce que le sujet c'était les la culture des Hauts du sud de la Réunion, donc des 10 communes du sud de la Réunion et je me suis dit: «Mais, finalement je connais pas trop ces villes du sud de la Réunion donc pour ce faire, je vais aller à la rencontre de personnes, d'habitants qui peuvent m'en parler» et lors de ces, collectes de paroles, j'ai donc rencontré madame Barré, adorable dame, qui à un moment donné, bien sûr, m'a parlé de sa vie et qui est très, très vite, arrivée à son expérience, à sa vie, sur le géranium puisqu'elle a travaillé dans le géranium et à un moment donné, elle m'a lâché une cette, cette expression au bout d'une heure quand même de d'échange. Elle m'a dit: «Mais le géranium, c'est la qualité mondiale ça!» Et j'ai Mmh. trouvé ça tellement beau cette expression que je me suis dit: «Allez, ça m'inspire» et je me suis permise, mais elle le savait, à chaque fois que je rencontrais donc ces personnes, ces témoins de de la vie des Hauts du Sud de la Réunion, donc je me présentais, le plus clairement possible en leur disant que voilà, j'allais à la rencontre de ce savoir et je m'en inspirais pour écrire des chansons et donc elle savait bien sûr que de notre rencontre, j'allais écrire une chanson et j'ai écrit là, Sa qualité. Donc je te propose, d'écouter maintenant. Ouais. Bonjour monsieur, bonjour madame. Bienvenue les marques du village Néo. C'est comme qui dit dans leur réclame, il se fait mettre un peu de partout. Pourtant avait mon peu de famille, tous les quartiers j'ai animé. Toujours la viande de l'équipe, ça fait notre spécialité. Nous découvrir pour soyali, manier l'envers en délicat. Même pour piler, tout est le roi, gagne à pouvoir en souffrir. Découvrir pour soyali, manier l'envers en délicat. Même pour piler, tout est le roi, gagne à pouvoir en souffrir. Mais pourquoi il a retiré? Sa qualité mondiale, sa qualité mondiale, sa qualité mondiale, le nez, raison l'a retiré. Sa qualité mondiale, sa qualité mondiale, sa qualité mondiale, le nez.
Et dans notre, patrimoine à La Réunion, est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça qui t'interpellent, Dans notre patrimoine, moi j'ai envie de parler du patrimoine, immatériel, hein, à savoir notre, je dirais pas capacité, mais notre singularité au jour d'aujourd'hui où beaucoup de pays, les gens, les religions s'entretuent, se déchirent et n'arrivent pas à cohabiter ensemble. Mmh, Je trouve que ce que l'on présente à La Réunion, c'est exceptionnel. mmh, Ça pour moi, c'est le haut du panier, hein, mmh. Oui, c'est pas le plus courant dans le monde. dans le monde et c'est ce que les gens remarquent aussi en premier quand ils viennent nous voir. Je crois, oui, je crois que c'est ce que effectivement les touristes et autres personnes, apprécient à La Réunion. Cette cohabitation, pacifique, Mmh, respecte, hein. Chacun a sa religion, ses pratiques, ça veut dire que ça fonctionne, mmh, ça peut fonctionner, ça peut marcher. Je trouve que c'est un exemple à prendre. mmh et tu, m'avais parlé aussi de tes recherches sur, tes origines ou nos origines même, venant de Madagascar. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, je peux en parler, après ça reste toujours comment dirais-je? Une, une terre d'investigation. J'ai longtemps été, très, très, très sensible ultra sensible à l'appel de Madagascar au point au point que j'en avais peur. Pourquoi? J'avais peur et je me suis toujours dit: «Mais j'irai à Madagascar si on me prend par la main» et c'est ce qui s'est produit, en 2022. En 2023 où, j'ai rejoint un petit groupe qui était mené par Griotte, un petit groupe voilà, de loisirs. On est parti à Dakar, à Nosy Be, et puis on a fait ça en bateau et ça a été le choc, un gros choc émotionnel pour moi parce que je sais pas encore, je peux toujours pas l'expliquer, mais il n'empêche que j'ai reconnu, je pense, oui, mes ancêtres. Dit comme ça fait tellement, bateau et je dis pas conventionnel, mais voilà, c'est rien d'extraordinaire, mais il n'empêche que c'est une recherche que je mène depuis en 2020, je crois, quand j'ai participé à une visite guidée de balade créative qui s'appelle, heu, Tikala, à Notre-Dame-de-la-Paix, écrite par Jean Huguaro et qui a écrit une visite guidée à Notre-Dame-de-la-Paix magnifique. Mmh, Il évoquait Faouz, il évoquait bien sûr les relations entre maître et esclave, mmh entre maître et marron, et aussi donc avec les domestiques. Et ça m'a complètement, vraiment ouverte et rendue, encore plus curieuse et à la recherche de mes origines, à tel point que l'année d'après, j'ai réalisé avec le même Jean-Hugues Boireau une résidence artistique en territoire scolaire, dans une école à Saint-Pierre, hein, et une autre école à Notre-Dame-de-la-Paix. Et le but était de composer des chansons enfantines sur le thème des rois marrons. OK. Mmh, Mais je voulais des chansons enfantines qui mmh. glorifient les rois marrons en partant de la toponymie de notre île et surtout du centre de l'île. Et Jean-Hugues a quasiment écrit toutes les chansons. Moi, j'en ai écrit une ou deux. Et c'était voilà, c'était des chansons écrites pour les petits. Et on peut les écouter quelque part, ces chansons? Alors pas encore, parce que je suis en train d'organiser la mise,
la mise en place sur une plateforme, mais elles sont là. Mmh. Elles sont bien enregistrées, composées, également donc transcrites sous forme de partition. Ça va sortir bien. Mmh. On a hâte. Bah oui. Et il y a un de tes projets, dont on n'a pas parlé, c'est la diva du pavé. Oui. Est-ce que tu peux nous parler? Alors moi évidemment, je pense tout de suite à ta grande robe bleue évidemment. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors La Diva du pavé, c'est un spectacle qui a été, créé par, Isabelle Martinez, qui est, metteur en scène et dramaturge. Et Isabelle Martinez, donc moi je l'ai connue en 2005-2006 au Théâtre des Albert, et elle s'est tout de suite intéressée à la chanteuse que je suis, et alors que j'étais administratrice Mmh. au Théâtre des Albert. Et un jour je lui ai confié comme ça, lors d'un repas, je lui ai dit: «J'aimerais beaucoup chanter en extérieur, je sais pas comment m'y prendre, moi j'ai envie de chanter dans les marchés, des airs d'opéra». Elle m'a dit: «Mais alors, quelqu'un qui sait écrire un spectacle et qui sait le monter, qui sait le mettre en scène». J'ai dit oui tout de suite, Mmh. évidemment. Et donc elle m'a aidée à le monter. Donc moi je n'ai fait que la partie chant, et elle, donc elle a fait un gros travail de prise de connaissance de l'histoire de l'opéra, et ça a donné donc ce spectacle, La Diva du pavé, hem, qui a été aussi, très habilement, heu comment dirais-je, mis en scénographié par Charles Rios. Et il y avait Alexis Campos, donc qui jouait le chef d'orchestre, et on l'a sorti donc en 2014, et j'ai pu le jouer également donc en 2015. Et c'est vrai que c'est un spectacle qui a marqué le paysage de La Réunion, parce que c'est un spectacle bien fait, Mmh. voilà, et que j'ai pris beaucoup de plaisir à le présenter. C'est un spectacle qui se joue en extérieur et en extérieur. Donc là, j'étais comblée parce que je pouvais chanter Mmh. Tu as dit en extérieur et en extérieur? en extérieur et en intérieur. Tu as En dit extérieur et en salle et en extérieur. tu as dit extérieur, extérieur, Voilà. ça Bah, donc ça veut dire que ouais, reste l'extérieur. oui. Et donc là, tu as ce projet en cours, dans ton EP, il y a 2 autres morceaux, Oui, La soucoupe oui, et Il a tatoué la forêt. oui. Alors je te propose pour finir l'émission, d'écouter La soucoupe. Oui. Ah mais oui, l'émission s'appelle Décalé. Ah Est-ce que bah, toi, tu te sens décalé? alors moi je me sens, pas décalée, je me sens dans mes bottes, je me sens dans ce que je dois faire et de ce que je dois réaliser. Mais l'image parfois qu'on me renvoie, c'est ça, Mmh, c'est que je ne suis pas dans le circuit. mmh, Mais voilà, après décalé, pas décalé. Après pour moi être décalé, c'est aussi, un compliment, hein, donc je mmh. suis décalée, bah, je suis pas dedans, pas dans le cadre, c'est très bien. Donc je te propose d'écouter La soucoupe, Oui, qui, pour l'anecdote, est une boîte de nuit à la Plaine des Caves. un dancing Oh pardon, un un dancing, dancing à la Plaine des Caves. qui tient son nom parce qu'on aurait vu une soucoupe à cet endroit. C'est ce qu'on dit. C'est la légende. Le dimanche, près de 5 heures, nous démonte la soucoupe, nous ça danser, nous ça craser. Le dimanche, près de 5 heures, nous démonte la soucoupe, nous ça bomber, filer.
Merci beaucoup à toi, Sabine, Merci à toi, Elodie. et à bientôt. Yes, à bientôt. Merci.